Dans l'appartement de Gaëtan Lenoir, le temps semble suspendu dans une atmosphère lourde, presque étouffante, comme si chaque objet, chaque mur, portait en lui le poids d'une vérité trop longtemps ignorée. Rien ne paraît inhabituel à première vue, et pourtant, derrière cette apparente banalité, se dissimule une menace que certains ont pressentie sans jamais pouvoir la prouver, une menace que Noémie, elle, ne peut plus ignorer. Depuis plusieurs jours, une certitude s'est installée en elle avec une force implacable, remplaçant peu à peu les doutes et les hésitations qui la retenaient encore. Elle a observé, elle a compris, et surtout, elle a ressenti cette injustice profonde qui naît lorsque le mal reste impuni, lorsque les procédures ralentissent l'évidence, et lorsque ceux qui devraient être protégés continuent de vivre dans la peur. Dans son esprit, les visages des enfants se mêlent, leurs silences prennent une dimension insupportable, et cette accumulation de souffrance devient le moteur d'une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre auparavant. Avant d'arriver ici, elle a encore croisé Vadim, dont l'inquiétude sincère traduisait une autre approche, plus mesurée, plus conforme à ce que l'on attend d'une société organisée. Il croyait encore en la nécessité de passer par les autorités, de rassembler des preuves, de laisser la justice suivre son cours. Noémie, quant à elle, avait déjà franchi un seuil invisible, celui où l'attente devient une faute, où l'inaction équivaut à une complicité tacite. Elle lui avait laissé croire qu'elle allait suivre cette voie, préférant agir seule pour ne pas entraîner quelqu'un d'autre dans ce qu'elle considérait désormais comme inévitable. Dans l'appartement, ses gestes sont précis, presque méthodiques, comme si elle exécutait un plan qu'elle avait répété mentalement à de nombreuses reprises. Elle s'approche du bureau et y dépose une lettre, un geste qui pourrait sembler anodin mais qui, en réalité, marque une frontière symbolique entre ce qui aurait pu être et ce qui est sur le point de se produire. Cette lettre n'est pas seulement un message adressé à Lenoir, elle est aussi une tentative de donner du sens à son acte, une manière de fixer une intention dans un monde où tout semble échapper au contrôle. Alors qu'elle se redresse, un bruit provenant de l'entrée la fige immédiatement, obligeant son corps à se tendre dans une vigilance extrême. Elle se dissimule rapidement, retenant sa respiration, consciente que le moindre mouvement pourrait tout faire basculer avant même qu'elle n'ait pu aller au bout de sa démarche. Les secondes s'étirent, interminables, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Gaëtan Lenoir apparaisse enfin. Son attitude ne laisse transparaître aucune inquiétude, et cette absence totale de méfiance renforce encore le contraste avec la gravité de la situation. Il se déplace avec une assurance tranquille, comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si les soupçons qui commencent à peser sur lui n'avaient aucune consistance réelle. Lorsqu'il découvre la lettre posée sur son bureau, une légère incompréhension traverse son regard, rapidement remplacée par une forme d'agacement, signe qu'il n'a pas encore pris la mesure de ce qui est en train de se jouer. C'est à cet instant précis que Noémie sort de l'ombre, révélant sa présence avec une lenteur calculée qui accentue la tension de la scène. Son regard est fixe, déterminé, dépourvu de toute hésitation, et ses mots, lorsqu'elle les prononce, ne traduisent pas une explosion de colère mais plutôt une résolution froide, presque implacable. Elle rappelle d'abord ce qu'elle aurait voulu, à savoir que la justice fasse son travail, que Lenoir soit arrêté et jugé pour ses actes, avant de reconnaître que cette voie n'est plus possible, que les circonstances l'ont poussée à envisager une autre issue. Face à elle, Lenoir recule légèrement, comme si une intuition tardive commençait à lui faire percevoir le danger. Le rapport de force s'inverse en quelques secondes, et dans ce moment suspendu, Noémie ne voit plus seulement un homme, mais l'incarnation de tout ce qu'elle refuse désormais de laisser exister. Ce basculement intérieur se traduit par un geste soudain, rapide, presque instinctif, qui ne laisse aucune place à la réflexion une fois enclenchée. Le corps de Lenoir bascule par la fenêtre dans un mouvement brutal, et en une fraction de seconde, tout s'achève dans le vide qui l'engloutit. La chute met un terme définitif à ce que Noémie percevait comme une menace imminente, mais elle marque également le début d'une nouvelle réalité dont elle ne pourra plus se détacher. Après le geste, le silence revient, plus pesant encore qu'auparavant, comme si l'appartement lui-même absorbait la violence de ce qui venait de se produire. Noémie reste immobile un instant, consciente que cette décision vient de redéfinir son existence, que rien ne pourra effacer ce moment ni les conséquences qui en découleront. Lorsqu'elle reprend enfin sa respiration, ce n'est pas un soulagement qui l'envahit, mais une lucidité brutale sur l'irréversibilité de son acte. Pendant ce temps, à plusieurs rues de là, Jean-Paul Bauer se trouve bloqué dans un embouteillage avec Stanislas, et la tension qui s'accumule en lui atteint un niveau qu'il ne parvient plus à contenir. Depuis le début de cette affaire, l'implication personnelle de Bauer ne cesse de croître, alimentée par l'angoisse liée à Lucie Bauer, dont il redoute qu'elle ait été directement exposée au danger.
Stanislas tente de maintenir une approche rationnelle, s'appuyant sur les éléments concrets de l'enquête pour calmer l'agitation de son collègue, mais ses arguments peinent à atteindre Bauer, dont les émotions prennent progressivement le dessus. L'immobilité forcée de la circulation agit comme un catalyseur, transformant son inquiétude en une impulsion irrépressible d'agir immédiatement, sans attendre davantage. Dans un geste brusque, Bauer abandonne la voiture et décide de poursuivre à pied, laissant Stanislas derrière lui sans véritable explication. Cette décision, dictée par l'urgence et la colère, le propulse vers un lieu où il ignore encore que tout est déjà joué, où il s'apprête à se retrouver au cœur d'une situation dont il ne maîtrise plus rien. Lorsqu'il atteint enfin l'immeuble de Lenoir, l'absence de toute agitation apparente renforce l'étrangeté du moment, comme si le drame s'était produit en dehors du temps, à l'abri des regards. En avançant jusqu'à la terrasse, Bauer découvre alors le corps de Lenoir étendu au sol, immobile, et cette vision le fige instantanément, le confrontant à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Quelques instants plus tard, Stanislas arrive à son tour et aperçoit Bauer debout à proximité du corps, une image qui, sortie de son contexte, prend immédiatement une signification lourde de conséquences. Dans ce face-à-face silencieux entre les deux hommes, tout se joue déjà, car la scène qui s'offre à eux contient tous les éléments d'une accusation potentielle. Sans le savoir, Bauer vient de franchir une ligne invisible, non pas par ses actes, mais par les circonstances qui l'entourent désormais. La mort de Lenoir, survenue quelques instants avant son arrivée, se transforme en piège, et la simple présence de Bauer sur les lieux risque de suffire à orienter les soupçons vers lui, d'autant plus qu'il avait exprimé, peu de temps auparavant, une volonté explicite de s'en prendre à Lenoir. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, plusieurs destins se croisent et basculent simultanément. Celui de Noémie, qui vient de commettre un acte irréversible, celui de Lenoir, dont la chute marque la fin, et celui de Bauer, qui se retrouve malgré lui au centre d'une affaire qui pourrait le détruire. Derrière l'apparente simplicité des faits, une mécanique implacable est en marche, prête à entraîner chacun dans une spirale où la vérité et les apparences risquent de s'opposer violemment. Dans les heures qui suivent la chute de Gaëtan Lenoir, une tension sourde commence à se diffuser bien au-delà de l'appartement où tout s'est joué, comme une onde invisible qui se propage lentement mais inexorablement dans la vie de chacun. Rien n'a encore été officiellement déclaré, aucune version des faits n'a été établie, et pourtant, déjà, les éléments s'assemblent dans un ordre dangereux, susceptible de désigner un coupable avant même que la vérité n'ait le temps d'émerger. Sur les lieux du drame, Jean-Paul Bauer reste immobile quelques instants, comme si son esprit refusait encore d'accepter ce que ses yeux viennent de voir. La présence du corps de Lenoir au sol, inerte, impose une réalité brutale qui entre en contradiction avec l'élan qui l'avait poussé à venir jusqu'ici. Il n'est plus question d'intervention, ni d'arrestation, ni même de confrontation, car tout s'est déjà terminé avant son arrivée. Ce décalage entre son intention initiale et la situation actuelle crée en lui une confusion profonde, immédiatement remplacée par une inquiétude plus lucide, presque instinctive, lorsqu'il prend conscience de la position dans laquelle il se trouve. Lorsque Stanislas le rejoint et découvre la scène, le regard qu'il pose sur Bauer n'est pas accusateur, mais il est chargé d'une compréhension implicite du danger que représente cette configuration. Les deux hommes n'ont pas besoin de formuler ce qui s'impose déjà à eux avec une évidence inquiétante. La chronologie, les circonstances et les paroles prononcées plus tôt par Bauer risquent de se retourner contre lui avec une force redoutable. Dans un métier où les faits priment sur les intentions, il suffit parfois de peu pour que la vérité soit déformée par l'apparence. Pendant que cette situation se cristallise autour de Bauer, ailleurs, l'enquête continue d'avancer sur un autre terrain, celui des preuves laissées par Lenoir, et notamment des éléments liés à Lucie Bauer. Dans un espace technique où la froideur du matériel contraste avec la gravité des découvertes, Charlotte examine ce qui reste de l'ordinateur retrouvé dans les affaires de Lenoir. L'appareil est endommagé, presque inutilisable à première vue, mais ce type de destruction n'a rien d'anodin, car il témoigne d'une volonté claire d'effacer des traces, de dissimuler des données potentiellement compromettantes. C'est en poursuivant cette analyse que Charlotte met la main sur un élément bien plus troublant encore, dissimulé dans un broyeur, comme si l'on avait tenté de faire disparaître toute preuve physique. Parmi les fragments, elle identifie un t-shirt appartenant à Lucie, un détail qui, à lui seul, suffit à faire basculer l'enquête dans une dimension encore plus inquiétante. Ce vêtement n'est pas simplement un objet, il est le symbole d'un lien direct entre Lenoir et la jeune fille, un lien que Bauer redoutait précisément de découvrir. Lorsque cette information lui parvient, la réaction de Bauer est immédiate et incontrôlable, car elle touche à ce qu'il a de plus vulnérable.
La perspective que sa propre fille ait pu être victime de cet homme ravive une colère déjà présente, mais qui, désormais, ne peut plus être contenue par les exigences de son rôle de policier. Dans cet instant, la frontière entre l'homme et l'enquêteur s'efface, laissant place à une impulsion brutale, presque primitive, qui le pousse à envisager des actes qu'il sait pourtant incompatibles avec ses fonctions. Cette tension intérieure n'est pas sans conséquence, car elle influence directement les décisions qu'il prend, notamment celle de se rendre seul chez le noir, sans attendre les procédures habituelles, sans coordination avec ses collègues, et surtout sans mesurer pleinement les implications de ce choix. Ce mouvement précipité, qui trouve son origine dans une émotion légitime, devient alors l'un des éléments les plus compromettants de toute cette affaire, car il construit, sans qu'il en ait conscience, un récit qui pourrait être interprété à charge contre lui. Parallèlement, la situation évolue également du côté des relations personnelles, notamment entre Martin et Lucie. Dans un cadre plus intime, loin de l'agitation de l'enquête, Martin tente de comprendre le changement qu'il perçoit chez elle, un changement qui ne peut pas être réduit à une simple évolution adolescente. Il ressent qu'un événement a marqué un tournant dans sa vie, quelque chose de suffisamment fort pour modifier son comportement, son regard et sa manière d'interagir avec les autres. Lorsqu'il découvre que la lettre qu'il avait reçue venait en réalité de Lucie elle-même, et non de Louisa comme il le pensait initialement, cette révélation agit comme un déclencheur, l'obligeant à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur leurs relations respectives. Cette prise de conscience ne fait qu'accentuer son trouble, car elle met en lumière un décalage entre ce qu'il ressent et ce que Lucie semble désormais vouloir lui montrer, à savoir une distance, une fermeture, presque un refus de maintenir le lien qu'ils avaient auparavant. Malgré ses tentatives pour établir un dialogue, pour lui offrir un espace de confiance, Lucie reste sur la défensive, comme si elle cherchait à protéger quelque chose qu'elle ne peut pas encore partager. Ce repli ne laisse pas Martin indifférent, bien au contraire, puisqu'il reconnaît lui-même que cette situation le touche plus qu'il ne l'aurait imaginé, révélant ainsi l'importance que Lucie a prise dans sa vie. Pendant ce temps, Noémie s'éloigne du lieu du drame avec le poids de son acte déjà inscrit en elle, même si aucune conséquence immédiate ne semble encore la rattraper. Elle sait que ce qu'elle a fait ne pourra pas rester caché indéfiniment, mais elle semble avoir accepté cette réalité dès le moment où elle a pris sa décision. Son geste n'est pas celui d'une fuite, mais celui d'une conviction poussée à son extrême, une conviction qui, dans son esprit, justifie le prix qu'elle devra payer. Ce contraste entre les différentes trajectoires des personnages renforce la complexité de la situation, car chacun avance avec sa propre perception des événements, sans avoir accès à l'ensemble du tableau. Bauer se rapproche dangereusement du rôle de suspect sans le savoir, Noémie porte seule la vérité de ce qui s'est réellement passé, et les autres, qu'il s'agisse de Stanislas, de Charlotte ou de Martin, tentent de recomposer les faits à partir d'indices fragmentaires. Ainsi, alors que la mort de Lenoir pourrait apparaître comme la fin d'une menace, elle marque en réalité le début d'une nouvelle phase, bien plus instable, où la question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais surtout de déterminer qui en portera la responsabilité. Dans ce contexte, la vérité devient une variable incertaine, susceptible d'être déformée par les perceptions, les émotions et les intérêts de chacun, ouvrant la voie à un affrontement où les apparences pourraient bien l'emporter sur la réalité. Alors que les premières heures suivant la mort de Gaëtan Lenoir s'écoulent dans une confusion apparente, une mécanique plus insidieuse commence à se mettre en place, une mécanique où chaque détail, chaque parole, chaque geste passé est susceptible de se transformer en élément à charge. Ce qui, quelques instants plus tôt, relevait encore d'une situation chaotique devient progressivement une structure narrative que l'enquête cherchera à consolider, quitte à simplifier une réalité bien plus complexe. Pour Jean-Paul Bauer, cette évolution est à la fois imperceptible et brutale, car elle ne repose pas sur un événement unique, mais sur une accumulation de faits qui, mis bout à bout, dessinent une image inquiétante. La déclaration qu'il a faite sous le coup de la colère, lorsqu'il a évoqué la possibilité de tuer Lenoir si celui-ci avait touché à sa fille, n'était à ses yeux qu'une réaction instinctive, une manière d'exprimer une rage qu'il ne parvenait plus à contenir. Pourtant, replacée dans le contexte actuel, cette phrase prend une dimension totalement différente, devenant une pièce centrale dans une hypothèse qui pourrait le désigner comme coupable. Ce basculement repose sur une logique implacable, car il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui s'est réellement passé, mais de déterminer ce qui peut être prouvé, démontré et interprété. Dans cette optique, la présence de Bauer sur les lieux au moment où le corps de Lenoir est découvert constitue un élément particulièrement problématique, d'autant plus qu'il s'y est rendu seul, sans témoin direct de son parcours entre le moment où il a quitté la voiture et celui où il est arrivé sur la terrasse.
À ses côtés, Stanislas prend pleinement conscience de cette dérive possible et mesure le danger que représente cette convergence d'indices. Son regard sur la situation reste analytique, mais il est traversé par une inquiétude réelle, car il sait que, dans ce type d'affaires, la vérité ne suffit pas toujours à protéger ceux qui en sont les victimes indirectes. Il comprend que la priorité ne sera pas seulement de résoudre l'énigme autour de la mort de Lenoir, mais aussi de préserver Bauer d'une accusation prématurée qui pourrait se construire indépendamment des faits. Pendant que cette tension monte autour de Bauer, l'enquête technique continue d'explorer les traces laissées par Lenoir, et ce travail minutieux vient confirmer peu à peu ce que certains pressentaient déjà. Les éléments retrouvés, notamment ceux liés à Lucie Bauer, ne laissent guère de place au doute quant à la dangerosité de Lenoir, mais cette confirmation arrive trop tard pour influer sur le déroulement immédiat des événements. Elle renforce cependant la complexité morale de l'affaire, car elle introduit une tension entre la réalité des actes de Lenoir et la manière dont sa mort sera interprétée. Dans ce contexte, la figure de Noémie reste absente du tableau officiel, mais omniprésente dans la réalité des faits. Elle évolue désormais dans un espace intérieur profondément transformé, où la certitude qui l'a guidée jusqu'à son geste laisse progressivement place à une forme de lucidité plus lourde à porter. Elle ne remet pas en cause ce qu'elle a fait, car elle continue de croire que son acte était nécessaire pour protéger les enfants, mais elle ne peut ignorer que ce choix l'a isolée, la plaçant dans une position où elle détient seule une vérité que personne d'autre ne peut encore saisir. Cette solitude n'est pas seulement une conséquence pratique, elle est aussi psychologique, car elle implique de porter en soi une responsabilité qui ne peut être partagée. Chaque instant qui passe renforce cette sensation d'écart entre ce qu'elle sait et ce que les autres vont croire, créant une tension intérieure qui pourrait, à terme, devenir difficile à contenir. Dans un autre registre, la situation de Martin évolue également, bien que de manière plus intime, mais non moins significative. Sa prise de conscience concernant la lettre écrite par Lucie agit comme un révélateur, mettant en lumière des sentiments qu'il n'avait peut-être pas pleinement identifiés jusqu'alors. Ce qui, au départ, relevait d'une curiosité ou d'une simple attirance prend une dimension plus profonde lorsqu'il réalise que Lucie, malgré son éloignement actuel, a cherché à établir un lien avec lui. Cependant, cette découverte ne facilite pas les choses, bien au contraire, car elle accentue le contraste entre ce qu'il espère et ce qu'il observe réellement. Le refus de Lucie de lui ouvrir pleinement la porte, tant au sens figuré qu'au sens propre, crée une frustration mêlée de tristesse, une sensation d'être tenu à distance sans comprendre les raisons exactes de cette barrière. Martin perçoit confusément qu'un événement a bouleversé l'équilibre de Lucie, mais il n'a pas encore accès aux éléments qui lui permettraient d'en saisir l'ampleur. Cette dynamique relationnelle, bien qu'elle semble secondaire face à l'enquête principale, joue en réalité un rôle essentiel dans la compréhension globale des enjeux, car elle illustre les répercussions indirectes des actes de Lenoir sur ceux qui gravitent autour de ses victimes. Le silence de Lucie n'est pas un simple choix, il est le reflet d'un traumatisme en cours d'élaboration, un mécanisme de protection qui, paradoxalement, éloigne ceux qui cherchent à l'aider. Dans le même temps, les interactions entre les différents protagonistes commencent à se structurer autour d'une question centrale qui dépasse le simple cadre judiciaire: comment établir la vérité dans une situation où les apparences sont si trompeuses? Bauer apparaît comme le suspect idéal, non pas parce qu'il a commis le crime, mais parce que les circonstances convergent vers lui avec une cohérence inquiétante. Noémie, quant à elle, détient la clé de cette énigme, mais son silence maintient l'enquête dans une direction qui pourrait s'avérer profondément injuste. Ainsi, à mesure que les heures passent, la mort de Lenoir cesse d'être un simple fait divers pour devenir le point de départ d'un enchevêtrement de trajectoires où chacun avance avec une vision partielle de la réalité. Ce décalage entre la vérité et sa perception constitue le cœur même de la tension dramatique, car il ouvre la voie à une série de conséquences où les intentions, les émotions et les faits risquent de se confronter de manière violente, entraînant les personnages dans une spirale dont ils ne maîtrisent plus les contours. À mesure que l'enquête commence à se structurer autour de la mort de Gaëtan Lenoir, une tension plus sourde encore s'installe, non plus seulement liée à ce qui s'est produit, mais à la manière dont les faits vont être interprétés et utilisés. Dans ce type de situation, la vérité ne disparaît pas, mais elle se fragmente, se dilue dans une multitude de versions possibles, chacune influencée par les perceptions, les émotions et les intérêts de ceux qui cherchent à la reconstruire. Pour Jean-Paul Bauer, cette évolution prend une tournure particulièrement dangereuse, car il se retrouve progressivement enfermé dans une position où chaque élément de son comportement peut être réinterprété à charge. Le fait qu'il se soit rendu seul chez Lenoir,
qu'il ait quitté Stanislas dans les embouteillages, qu'il ait exprimé une colère explicite à l'encontre de la victime, tout cela forme une chaîne logique qui, sans être fausse, devient profondément trompeuse une fois isolée de son contexte émotionnel. Ce mécanisme est d'autant plus insidieux qu'il repose sur une cohérence apparente, celle d'un père prêt à tout pour protéger sa fille, une figure que beaucoup peuvent comprendre, mais qui, dans un cadre judiciaire, peut être perçue comme un mobile crédible. La frontière entre la légitimité de la colère et la suspicion de passage à l'acte devient alors extrêmement fine, presque imperceptible, et c'est précisément dans cet espace ambigu que le danger se matérialise. De son côté, Stanislas adopte une posture plus stratégique, conscient que la situation exige une maîtrise totale des faits et des enchaînements. Il comprend que la priorité n'est plus uniquement de faire la lumière sur la mort de Lenoir, mais aussi de protéger Bauer d'une interprétation hâtive qui pourrait compromettre irrémédiablement sa position. Cette lucidité ne le rend pas moins inquiet, car il sait que les procédures suivent leur propre logique, indépendante des intuitions ou des certitudes personnelles. Dans ce contexte, chaque détail compte, et les découvertes effectuées autour de Lenoir prennent une importance particulière. Les éléments retrouvés, notamment ceux qui établissent un lien avec Lucie Bauer, confirment la dangerosité de l'homme et donnent un sens nouveau à la colère de Bauer, mais ils n'annulent en rien la possibilité qu'il soit suspecté. Au contraire, ils renforcent la cohérence d'un scénario dans lequel un père, confronté à une menace directe contre son enfant, aurait pu franchir la limite. Cette contradiction constitue l'un des nœuds les plus complexes de la situation, car elle oppose deux réalités qui coexistent sans jamais se rejoindre pleinement, celle d'un homme profondément impliqué dans une enquête et celle d'un père submergé par ses émotions. Dans un monde idéal, ces deux dimensions pourraient être prises en compte simultanément, mais dans la réalité d'une procédure, elles risquent de s'exclure mutuellement au profit de la version la plus simple à démontrer. Pendant ce temps, ailleurs, Noémie continue d'avancer dans un silence qui devient de plus en plus pesant. L'acte qu'elle a commis ne cesse de résonner en elle, non pas sous la forme d'un regret immédiat, mais comme une présence constante, une trace indélébile qui s'impose à chaque instant de lucidité. Elle ne doute pas du bien fondé de sa décision, car elle reste convaincue d'avoir empêché d'autres drames, mais elle perçoit désormais avec une clarté accrue l'ampleur des conséquences. Ce qu'elle n'avait peut-être pas pleinement anticipé, c'est la manière dont la réalité allait se recomposer en son absence, la façon dont d'autres allaient être entraînés dans une situation qu'elle seule comprend réellement. L'image de Bauer, découvrant le corps de Lenoir sans savoir ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt, s'impose progressivement dans son esprit comme une projection inquiétante, car elle révèle une injustice nouvelle, presque ironique dans sa cruauté. Cette prise de conscience ne modifie pas encore son comportement, mais elle introduit une fissure dans la certitude qu'il a portée jusqu'ici, une zone d'inconfort où la notion de justice devient plus floue, plus complexe, moins absolue. Elle reste silencieuse, mais ce silence n'est plus seulement une protection, il devient aussi une forme de poids, un élément actif de la situation qui contribue à orienter l'enquête dans une direction erronée. Dans un autre espace, plus intime, la relation entre Martin et Lucie continue de se transformer sous l'effet de ce que l'on pourrait qualifier de non-dit accumulé. Martin, désormais certain de l'origine de la lettre qu'il a reçue, ne peut plus ignorer la dimension personnelle de son attachement, et cette reconnaissance intérieure le pousse à chercher une proximité que Lucie semble refuser. Le comportement de Lucie, marqué par une distance inhabituelle, traduit une tension qu'elle ne parvient pas à exprimer autrement, comme si les mots lui étaient devenus inaccessibles face à ce qu'elle a vécu ou perçu. Ce repli n'est pas une simple réaction, il s'inscrit dans un processus plus profond, celui d'une tentative de contrôle dans un monde qui lui a échappé. En se fermant aux autres, elle tente de préserver une part d'elle-même, même si cela implique de repousser ceux qui pourraient réellement l'aider. Cette dynamique affective, bien que discrète, agit comme un miroir des événements principaux, car elle illustre les conséquences indirectes d'un danger qui ne se limite pas à ses actes visibles. Lenoir, même après sa mort, continue d'exercer une influence à travers les traces qu'il laisse, les peurs qu'il a suscitées et les silences qu'il a provoqués. Ainsi, à ce stade, la situation atteint un point d'équilibre instable, où plusieurs trajectoires convergent sans encore entrer en collision directe. Bauer avance vers une possible mise en cause, Noémie porte seule une vérité qu'elle n'a pas révélée, et ceux qui gravitent autour d'eux tentent de comprendre une réalité fragmentée. Ce fragile équilibre ne peut cependant pas durer, car chaque nouvelle découverte, chaque nouvel échange, rapproche un peu plus ces différentes lignes narratives d'un point de rupture où les conséquences deviendront inévitables. À mesure que la journée avance, ce qui n'était encore qu'un enchaînement d'événements isolés commence à prendre la forme d'une réalité plus structurée,
plus menaçante, où chaque détail s'inscrit dans une logique qui dépasse les individus eux-mêmes. La mort de Gaëtan Lenoir n'est plus simplement un fait brutal, elle devient le centre d'un système d'interprétation où les faits, les émotions et les suppositions se mêlent jusqu'à créer une version du réel qui pourrait s'imposer comme vérité officielle. Pour Jean-Paul Bauer, cette transformation est presque imperceptible dans un premier temps, car elle ne repose pas sur une accusation directe, mais sur une accumulation progressive d'indices qui convergent vers lui. Chaque élément, pris séparément, peut sembler anodin, mais leur combinaison produit une cohérence redoutable, celle d'un scénario où il apparaît comme le suspect idéal. Sa présence sur les lieux, son départ précipité de la voiture, sa colère exprimée à propos de Lenoir, tout cela compose une trame qui, même sans preuve formelle, peut suffire à orienter les soupçons. Cette construction implicite du soupçon agit comme une pression invisible, d'autant plus difficile à contrer qu'elle ne s'appuie pas encore sur une accusation officielle. Bauer ressent confusément que quelque chose lui échappe, que la situation lui glisse entre les doigts sans qu'il puisse en identifier clairement les mécanismes. Cette perte de contrôle est d'autant plus violente qu'elle intervient dans un contexte où il est habituellement celui qui analyse, qui comprend, qui agit avec méthode. Se retrouver de l'autre côté, dans la position de celui qui pourrait être jugé, représente une inversion brutale de ses repères. À ses côtés, Stanislas mesure l'ampleur du danger avec une lucidité croissante. Il comprend que la situation ne pourra pas être résolue uniquement par une analyse rationnelle des faits, car elle est déjà en train de se charger d'une dimension émotionnelle et symbolique qui dépasse le cadre strict de l'enquête. Dans ce type de configuration, la perception collective joue un rôle déterminant, et il suffit parfois qu'une hypothèse paraisse plausible pour qu'elle s'impose comme une évidence difficile à remettre en question. Parallèlement, les éléments découverts autour de Lenoir continuent de confirmer sa culpabilité dans les actes qui lui sont attribués, notamment en ce qui concerne Lucie Bauer. Cette confirmation apporte une forme de soulagement paradoxal, car elle valide les craintes de Bauer tout en renforçant la légitimité de sa colère, mais elle ne suffit pas à le protéger de la suspicion qui commence à peser sur lui. Au contraire, elle alimente une narration dans laquelle un père, confronté à une menace réelle, aurait pu agir sous l'emprise de ses émotions. Dans cet enchevêtrement de perceptions, la vérité devient secondaire face à la cohérence du récit qui se construit, et c'est précisément ce décalage qui constitue le cœur du drame. Car pendant que les regards se tournent vers Bauer, Noémie reste la seule à connaître l'enchaînement réel des faits, la seule à pouvoir expliquer ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Lenoir. Son silence, qui était au départ une nécessité immédiate, prend désormais une dimension plus complexe, car il contribue directement à orienter l'enquête dans une direction qu'elle sait erronée. Cette prise de conscience s'impose progressivement à elle, non pas sous la forme d'un remords classique, mais comme une tension intérieure difficile à ignorer. Elle comprend que son acte, qu'elle continue de considérer comme justifié, a produit une conséquence inattendue, celle de placer un innocent dans une position de vulnérabilité extrême. Cette contradiction introduit une faille dans son raisonnement initial, une zone d'incertitude où la notion de justice perd de sa clarté. Dans un registre plus intime, la situation de Martin atteint également un point de bascule, car son attachement à Lucie ne peut plus être ignoré ou minimisé. Ce qu'il ressent ne relève plus d'une simple curiosité ou d'une attirance passagère, mais d'un besoin réel de comprendre, de soutenir, de rester présent malgré la distance que Lucie impose. Cette persistance, loin d'être intrusive, traduit une forme de sincérité qui contraste avec le repli de Lucie, créant une tension affective qui ne demande qu'à se résoudre, mais qui reste bloquée par l'absence de communication. Lucie, de son côté, continue de porter en silence le poids de ce qu'elle a vécu, incapable de traduire en mots une expérience qui dépasse ce qu'elle peut partager. Son éloignement n'est pas un rejet, mais une protection, un moyen de maintenir à distance une réalité qu'elle ne maîtrise pas encore. Cette dynamique renforce l'isolement de chacun, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une évolution future, à condition que la vérité finisse par émerger. À ce stade, toutes les trajectoires convergent vers un point de tension maximale, où chaque personnage se trouve à la limite de ce qu'il peut supporter ou comprendre. Bauer est sur le point de devenir un suspect crédible, Noémie est confrontée aux conséquences indirectes de son acte, et les autres tentent de recomposer une réalité fragmentée à partir d'indices incomplets. La mort de Lenoir, qui aurait pu marquer la fin d'une menace, se transforme ainsi en déclencheur d'un conflit plus large, où la question essentielle n'est plus seulement de savoir qui a commis l'acte, mais de déterminer qui en portera les conséquences. Dans cet espace incertain, où les apparences prennent le pas sur la vérité, chacun avance avec une part d'ignorance qui pourrait s'avérer décisive.
Et dans ce jeu d'équilibre fragile, une seule certitude s'impose. Le pire n'est peut-être pas ce qui s'est déjà produit, mais ce qui reste encore à venir, car lorsque la vérité est dissimulée et que les regards se tournent vers la mauvaise personne, les conséquences deviennent imprévisibles et les destins peuvent basculer sans retour possible.